Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'immense privilège et aussi l'immense plaisir d'accueillir notre conférencier, donc le professeur Frédéric Worms. Donc Frédéric Worms est professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, dont il est aussi depuis l'année dernière donc le directeur. Il est aussi directeur de recherche au Centre international d'études de la philosophie contemporaine, au sein d'une équipe de recherche ENS, CNRS, Collège de France. Il est aussi membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé depuis 2013. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'écouter ou de lire Frédéric Worms. Et j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance en 2018 dans le cadre d'un programme qu'il a porté et dont il est à l'origine de la création, un programme Médecine-Humanité qui en fait permet à des étudiants de 3e année de poursuivre un double cursus avec leur cursus de médecine et un travail de recherche, de master dans le domaine des humanités, les domaines des humanités qui vont de la littérature à la philosophie, en passant par l'histoire de l'art, les langues, les sciences sociales et beaucoup d'autres encore. C'est vraiment, il y a une immense richesse en fait à l'École normale supérieure. Et c'est vraiment au sein de ce programme dont j'ai découvert la richesse que j'ai pu voir qu'il y avait une réelle nécessité, que ce soit pour nos jeunes étudiants, mais aussi pour notre pratique professionnelle de tous les jours, d'avoir un dialogue entre la médecine et les humanités. Donc Frédéric, encore une fois un immense plaisir de nous accorder ce temps, justement pour nous parler un petit peu de ce dialogue, et en particulier le dialogue, la place des humanités en pédiatrie. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Merci infiniment aux organisatrices et aux organisateurs de votre congrès de m'avoir offert cette occasion. Et merci évidemment à Albert en particulier qui est à l'initiative de cette invitation à travers ce qu'il vient de rappeler, évidemment, notre travail commun au sein du programme Médecine et Humanité de l'École normale supérieure, qui est un programme qui permet à des étudiants en médecine, en cours d'études, de faire un double cursus à l'École normale supérieure pour accomplir un master de recherche et obtenir le diplôme de l'École normale et être pleinement normalien dans une des disciplines des humanités. Depuis, je vais en reparler, depuis la philosophie ou l'histoire jusqu'à l'économie, les sciences sociales, en passant par toutes les autres, et avec plusieurs universités partenaires en médecine. Et évidemment, Albert, il joue un rôle central, notamment dans le jury d'admission de ces étudiants de médecine qui deviennent normaliens en humanité. Et il y avait le programme Médecine-Sciences, et nous avons effectivement lancé le programme Médecine et Humanité. Donc merci de me donner cette occasion d'y revenir, mais aussi, et peut-être surtout, et avec quand même un temps de discussion que j'essaierai de garder, sauf si je suis trop bavard, l'occasion de réfléchir sur la spécificité de cette relation entre humanité et médecine dans le cas de la pédiatrie. Donc je parlerai plus généralement d'ailleurs des relations de la pédiatrie et des humanités, plutôt que simplement de la place des humanités dans la pédiatrie en tant que telle. Ce que je voudrais très rapidement, très simplement, c'est essayer de comprendre comment, dans le rapport entre médecine et humanité, qui, à mon avis, fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que la médecine doit apprendre quelque chose des humanités, mais aussi les humanités apprendre quelque chose de la médecine. C'est aussi d'ailleurs à l'école normale notre projet, c'est-à-dire que les étudiants en médecine qui arrivent à l'école normale supérieure, qui n'a pas de département de médecine, mais qui avec médecine, sciences et médecine et humanité a un petit département d'étudiants en médecine, disons, ce que les humanités en particulier peuvent et doivent apprendre de la médecine. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment cette relation qui marche dans les deux sens, la médecine ayant besoin des humanités, mais les humanités ayant besoin de la médecine, a quelque chose de spécifique dans le cas de la pédiatrie, et cela dans les deux sens. C'est-à-dire non seulement pourquoi la pédiatrie a
un besoin et aussi une perspective tout à fait singulière sur les grandes questions des humanités en général, mais inversement, comment les humanités ont besoin de la pédiatrie. Et même plus spécifiquement, d'ailleurs, j'essaierai de montrer sur un aspect très précis comment la société en général a besoin de cette relation entre pédiatrie et humanité. J'essaierai de montrer même très précisément, j'essaierai de conclure sur un point très précis et peut-être un peu surprenant, à savoir la façon dont la relation entre pédiatrie et humanité, dans les deux sens, est un enjeu de santé publique. Et d'ailleurs, cette dimension de santé publique, Albert a eu la générosité de rappeler que j'ai été membre du Comité national d'éthique pendant 8 ans, je ne le suis plus, j'ai fait mes 2 mandats. Mais les derniers textes sur lesquels j'avais pu travailler, c'était les avis du comité d'éthique sur la santé publique. Et j'essaierai de montrer dans le dernier temps, au fond, comment cette relation entre pédiatrie et humanité n'est pas seulement importante pour les deux, mais est importante pour la société. Et pourquoi elle est véritablement un enjeu majeur de santé publique dans une époque qui connaît des crises sanitaires globales, un problème global de santé, et qui doit se penser en termes de santé publique, et où cette relation me paraît particulièrement importante. Donc en plus d'être une relation bilatérale, importante pour les uns et pour les autres, il y a un enjeu global, je dirais, social, sanitaire et politique, dans cette relation entre médecine et humanité. Donc d'abord, je vais procéder en 2 temps, très simples. D'abord, je vais revenir sur le rapport général entre la médecine et les humanités, et puis ensuite essayer de montrer la spécificité de la pédiatrie, et encore une fois, dans les deux sens, et pourquoi, dans les deux sens, et peut-être dans le sens le plus inattendu, elle comporte un enjeu majeur pour la société et pour la santé publique, et je voudrais y insister un peu, évidemment, de manière trop générale, mais pour ouvrir un débat, offrir une perspective justement un peu générale dans vos débats qui sont évidemment et nécessairement très spécialisés. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport d'abord tout à fait fondamental entre la médecine comme ensemble de savoirs spécifiques et les humanités? C'est précisément parce que dans l'évolution même de la médecine, la pratique médicale se développe nécessairement comme un savoir spécialisé visant à répondre à des pathologies déterminées et luttant contre des maux déterminés et ultimement d'ailleurs contre des causes de mort déterminées, donc un travail contre un certain nombre d'urgences vitales pour les humains, de problèmes vitaux rencontrés par les humains, qui se spécialisent nécessairement et qui se spécialise de plus en plus au fur et à mesure de ses progrès. Autrement dit, la médecine, dans son progrès même, et il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'un progrès, le progrès consistant à lutter de mieux en mieux contre des pathologies de plus en plus déterminées, la médecine, dans son progrès même, risque d'oublier ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire d'être aussi, et je ne dis jamais seulement, parce qu'elle doit d'abord rester un savoir spécialisé qui lutte de mieux en mieux contre des pathologies déterminées, la médecine risque d'oublier ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire une pratique humaine globale, certains sociologues parlent pour certains événements de fait social total, une pratique humaine globale qui doit se comprendre comme telle et dans toutes ses dimensions. La médecine a toujours 2 facettes, et c'est inévitable. Je ne vais pas citer un texte qui, pour moi, a été l'entrée dans la réflexion philosophique sur le soin, mais dans ce petit travail intitulé « Les 2 concepts du soin », je montrais comment il y a toujours 2 concepts du soin. Un concept du soin comme traitement, le traitement étant toujours la réponse déterminée, technique à un problème localisable et déterminé, à une pathologie. Et d'autre part, il y a le soin humain complet, le soin humain global, et d'ailleurs, parce que je dois dire, pour un point très précis que je développerai tout à l'heure, que dans ce travail, et ça a été repris dans beaucoup de discussions ensuite, je distinguais le soin médical et le soin parental. Le soin médical, qui donc est un soin toujours spécialisé et déterminé, qui isole
une cause de pathologie et qui la traite avec un traitement lui-même isolé, et le soin global d'une personne, ce soin que on a tort de considérer parfois comme étant, comme étant un soin d'accompagnement, un soin non technique, un soin totalement opposé à la première forme de soin qui est le traitement en tant que tel. Évidemment, on sait tous que cette distinction entre traitement et soin est fondamentale. Par exemple, en fin de vie, quand on décide l'arrêt de traitement, bien sûr, ce n'est jamais l'arrêt du soin. C'est l'arrêt du traitement comme réponse à un problème déterminé par une procédure déterminée. C'est ce qu'on appelle un traitement. L'évolution de la médecine, inévitablement, historiquement, scientifiquement, techniquement, et je dirais positivement, contrairement à beaucoup de collègues, de philosophes et d'éthiciens de la médecine, mais ça commence à être moins le cas aujourd'hui, l'évolution de la médecine comporte nécessairement un progrès de la spécialisation. Et donc un risque d'oubli, de méconnaissance de cette autre dimension de la médecine elle-même, l'autre facette du soin n'étant pas entièrement transférable à d'autres que les médecins, par exemple aux parents dans le cas de la pédiatrie, et disons, aux aidants dans d'autres cas, aux autres personnes, disons. L'autre facette de la médecine étant d'être inévitablement une pratique humaine globale qui est présente dans chaque traitement technique comme tel. Dans chaque traitement technique, il y a aussi tous les aspects de la relation humaine. Il y a la personne humaine globale du patient, la personne du soignant, il y a tous les aspects de la société, les aspects sociaux de la médecine, les aspects économiques de la médecine, avec la prise en charge aussi de cet aspect économique par la société, qui fait partie de l'éthique médicale, autant que le devoir de soigner, autant que le respect de la liberté, autant que tout ce qui constitue la bioéthique, et je vais en dire un mot dans un instant. Donc la médecine, et je dis bien la médecine comme telle, et pas seulement la médecine d'un côté et, disons, l'amour, le soin parental, l'accompagnement, la société de l'autre. La médecine comporte nécessairement ces deux aspects d'un savoir qui se spécialise, d'un savoir qui se spécialise pour lutter contre le mal, et donc qui reste profondément éthique. Il y a une éthique de la médecine qui est l'éthique de la réponse à la maladie, qui se calcule aussi en termes de risques et de bénéfices. La médecine se subdivise nécessairement, inévitablement, en cette médecine du traitement et entre cette pratique globale dans la médecine elle-même. Je ne dis pas que les autres aspects relèvent des humanités en tant qu'extérieurs, mais dans tout acte médical, du traitement d'un petit problème isolé, d'un petit bobo, d'une fracture, d'une fièvre isolable, jusqu'aux problèmes les plus graves des pathologies mortelles ou de l'ensemble d'une épidémie dans la société. Dans chaque pathologie isolée, il y a aussi toutes les dimensions de l'humanité. Il y a des personnes individuelles, des relations intersubjectives, et j'y reviendrai, des dimensions sociales et économiques. Dans chaque acte que vous pratiquez, il y a un geste technique isolé et éthique, avec son éthique, et il y a toutes les autres dimensions de ce qui constitue un fait humain, une pratique humaine globale. Or, on appelle humanité, au pluriel, dans l'université, disons, et dans l'histoire du savoir humain, on appelle humanité les réflexions que les êtres humains ont produites sur eux-mêmes, dans toutes leurs dimensions. Et donc on peut dire déjà très simplement que la médecine a besoin des humanités pour se comprendre complètement comme médecine, pour comprendre tous les aspects de chaque geste médical comme tel, pour comprendre tous les aspects de, par exemple, une relation, je vais y revenir, ce sera très spécifique, avec un enfant, avec un vieillard, avec une femme, avec un homme, de la part de quelqu'un qui est aussi un sujet, qui est aussi un homme et une femme pris dans une société, avec une fonction, avec un titre, dans une institution, avec une place dans une certaine société, dans un enjeu, avec des enjeux économiques, des enjeux de carrière, des enjeux de savoir, des enjeux de toutes sortes qui comportent tous les aspects de l'humanité, la représentation de l'humain, la capacité à supporter la souffrance, la dimension affective, l'histoire de la discipline, sa géographie, etc. Donc,
on peut comprendre pourquoi les études de médecine, l'apprentissage de la médecine doit comporter à la fois une facette extrêmement puissante de spécialisation technique dans un monde où la connaissance scientifique évolue plus vite que jamais. Et c'est vraiment le cas. Il y a une sorte d'accélération extraordinaire des savoirs techniques, d'un côté, et de l'autre côté, dans une pratique qui doit effectivement mobiliser toutes les humanités et parfois avoir à apprendre le savoir que comportent les humanités dans l'histoire de l'humanité pour se comprendre elles-mêmes complètement comme pratique. C'est pourquoi, en effet, nous sommes nombreux aujourd'hui à soutenir la thèse selon laquelle la médecine, les études en médecine, et la médecine comme pratique, peut utilement être complétée par un approfondissement des humanités, c'est-à-dire des savoirs qui portent sur les autres aspects de l'être humain, sur l'aspect subjectif de l'humanité, sur l'histoire des pratiques, sur la manière de décrire, de représenter, de penser dans le cinéma, dans le théâtre, dans la politique, dans l'économie, dans la sociologie, la pratique médicale elle-même. Et donc on peut dire, voilà, la médecine, en effet, pour se penser complètement comme telle, peut et doit avoir recours à ces autres disciplines qui font partie de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, et que dans l'histoire de l'Occident en particulier, on appelle les humanités. Dans l'histoire de la Renaissance, la notion d'humanité vient aussi par opposition au savoir théologique, aux choses divines. Il y avait les choses humaines par opposition aux choses divines. Et donc les humanités, ce sont les savoirs que les humains eux-mêmes ont sur eux-mêmes. C'est la façon dont l'être humain se connaît lui-même dans toutes ses dimensions. Et donc, voilà. Donc on peut comprendre, et on défend l'idée, effectivement, et notamment d'un point de vue éthique, je vais y revenir dans un instant, sur les aspects bioéthiques, on peut comprendre que la médecine, pour se penser complètement elle-même, ait besoin d'une réflexion, de cette réflexivité sur ces autres aspects. Cette réflexivité lui est procurée par ces savoirs que nous appelons les humanités. Et donc il y a ce besoin de compléter la médecine par les humanités. Mais dès ces remarques très générales, je voudrais souligner que les humanités ont aussi besoin de la médecine. Et elles ont besoin de la médecine pour deux raisons. D'abord parce que, au fond, il y a une humanité de la médecine. Je soulignais le fait que la médecine, dans sa spécialisation même, a une dimension humaine en tant qu'elle vient répondre à des besoins des êtres humains. Et je fais partie de ceux, dans la tradition du philosophe français Georges Canguilhem. Il y a un centre Canguilhem à l'université qui s'appelle désormais Paris-Cité, qui est un des lieux où s'étudie la philosophie de la médecine et la philosophie du soin, avec un grand programme, La personne en médecine, qui est porté par Céline Lefebvre à Sorbonne Paris-Cité, avec lequel le programme Médecine et Humanité travaille étroitement, comme avec la chaire aussi de philosophie à l'Hôtel-Dieu, portée par Martin Dumont, au sein de la PHP. Eh bien, Georges Canguilhem soutenait l'idée que, en effet, la médecine n'est pas un savoir coupé des humanités. La médecine est la forme que prend la lutte du vivant contre ce qui est pour lui de valeur négative, c'est-à-dire la mort et la maladie, avec le secours du savoir humain. La médecine fait donc partie des humanités, bien entendu. Elle n'en est pas l'inverse, et je fais partie de ceux qui s'opposent complètement à l'idée que la médecine serait une technique sans fondement éthique, et que les humanités ou l'éthique doivent lui venir par ailleurs, de l'extérieur. Ce n'est évidemment pas le cas. Ce n'est évidemment pas le cas, et c'est pourquoi la bioéthique est un problème très compliqué. Et il y a plusieurs manières je dirais, de dénaturer les problèmes bioéthiques, et même le problème majeur de la bioéthique. La bioéthique est née, comme vous le savez, quand il y a eu des pratiques des médecins qui n'étaient pas éthiques. Et c'est né en particulier dans les procès qui ont suivi les crimes nazis en général, mais dans un procès spécifique contre les crimes spécifiques commis par les médecins nazis dans les camps de concentration. Et pourquoi y a-t-il eu naissance de la bioéthique là? C'est parce que les médecins nazis ont adopté un axe de défense qui était fondé sur l'éthique médicale. Ils disaient, nous faisions des recherches d'éthique, de médecine,
Et donc nous allons être utiles à l'humanité. Et évidemment, le procès de Nuremberg a montré que au nom de son éthique qui consiste à rechercher le savoir pour sauver et répondre à des pathologies, hein, même si ça marche, même si au bout du compte les médecins des camps de concentration nazis avaient trouvé des médicaments utiles à tous les humains, la façon dont ils le trouvaient violait des aspects humains fondamentaux et donc s'opposait à une éthique tout à fait radicale, fondamentale, qui est le respect de la dignité de la personne humaine, tout ce qui s'est ensuite développé sous le nom de bioéthique, sauf que évidemment, tous les cas ne sont pas si simples, tragiquement simples que celui des médecins nazis, et que dans la pratique concrète de la bioéthique, nous avons en effet des tensions entre... La bioéthique se définit comme une tension entre deux éthiques, au moins deux éthiques, mais en tout cas entre deux types d'éthiques. Une éthique médicale, qui consiste à soigner, à trouver des remèdes aux pathologies des humains, et une éthique humaine qui s'applique aussi à la médecine et qui est l'éthique, par exemple, du respect de la liberté, du consentement, de l'autonomie, aussi de la justice et de tous les autres aspects. Et donc la bioéthique est un problème complexe, mais qui, sauf dans des cas de barbarie, bien entendu, qui peuvent exister dans la médecine comme partout, est plutôt une tension entre deux éthiques, entre l'éthique de la médecine proprement dite et l'éthique en général, qui peuvent en effet entrer en tension. Et les lois de bioéthique sont là pour cadrer ces tensions, ces débats entre des éthiques. Et par exemple, dans le débat sur la fin de vie aujourd'hui, comme toujours, il est question d'abord aussi d'une éthique du soin qui consiste à soigner jusqu'au bout, dont le geste de donner la mort, avec lequel le geste de donner de manière directe et non pas indirecte, d'entraîner indirectement et non pas d'entraîner indirectement la mort, semble contradictoire avec l'éthique du soin, même s'il peut sembler cohérent avec l'éthique de la liberté. Je ne vais pas entrer dans ce débat qui est compliqué, sur lequel des lignes de crête sont en train de se dessiner, mais malgré tout, c'est un débat qui illustre bien les questions de bioéthique. Et donc, je voudrais juste, d'ailleurs, je prends cet exemple de la fin de vie, on pourrait montrer cet exemple de la fin de vie, prendre cet exemple de la fin de vie pour montrer comment les humanités ont aussi besoin de la médecine. Une morale qui viendrait de l'extérieur, dire aux soignants faites ci, faites ça, et par exemple respecter la liberté, le soin n'a rien à voir avec tout ça, serait effectivement tout aussi sommaire qu'une médecine qui dirait il faut soigner sans tenir compte de la liberté, sans tenir compte de la justice, sans tenir compte des principes de l'éthique en général. Donc il y a deux erreurs à éviter, une sorte de repli de la médecine sans les humanités, mais aussi une sorte de recours aux humanités sans apprendre de la médecine. La médecine doit être, et je le reprends là aussi à Georges Canguilhem, la médecine a quelque chose comme un modèle pour toute l'éthique, en ce sens que toute l'éthique humaine consiste à remédier aux pathologies des humains. Donc la médecine n'est pas seulement un savoir spécialisé qui attendrait son éthique de l'extérieur, elle est au contraire une pratique humaine éthique qui doit se penser complètement avec tous les aspects des humains, et aussi une pratique humaine qui donne aux humanités dans son ensemble une boussole qui doit être aujourd'hui fondamentale pour penser, par exemple, les luttes contre les pathologies globales, les luttes contre les dangers communs de l'humanité. Et je considère que l'éthique médicale est au cœur, y compris des problèmes climatiques. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, le problème du climat est avant tout un problème de santé publique. Mais quand on dit ça, il faut évidemment préciser pourquoi, et je ne le ferai pas aujourd'hui, même si je terminerai sur la santé publique. Donc déjà, dans cette première approche tout à fait générale, et je vais maintenant venir à la pédiatrie, c'est mon deuxième temps. Déjà, dans cette approche tout à fait générale, ce que je voulais vous montrer, c'est la relation à double sens entre médecine et humanité. La médecine, et il y a une demande très forte des étudiants et des enseignants et des chercheurs en médecine, et de la société, la médecine a besoin des humanités, mais les humanités peuvent et doivent se régler sur la médecine en tant que pratique humaine qui répond à des problèmes fondamentaux des êtres humains. Maintenant, quelle est la spécificité de la pédiatrie ? Et je vais être très général et je vous remercie de me donner l'occasion de réfléchir dessus, d'autant plus que, comme je l'ai indiqué, très souvent, en tout cas moi j'ai fait partie de ceux qui utilisent pour distinguer les deux sortes de soins entre les êtres humains, la distinction entre le soin médical d'un côté et le soin parental
de l'autre, le soin parental primaire, notamment à la naissance de l'enfant. Il y a une triple spécificité de la pédiatrie qui, d'une certaine manière, impose aussi un recours aux humanités et qui offre aussi une perspective sur les humanités, une perspective nouvelle aux humanités. Et c'est ce que je voudrais souligner dans un premier temps, et vous connaissez cela évidemment beaucoup mieux que je ne vais le dire. Mais le point le plus important pour moi, ce sera le tout dernier temps, c'est-à-dire celui où je vais essayer de montrer en quoi les humanités et même l'humanité, aujourd'hui, a besoin de la pédiatrie, très concrètement, dans l'autre sens, pour des enjeux majeurs de santé publique. Et je ferai référence dans les deux cas, d'ailleurs, à un aspect d'un même auteur que je citerai deux fois, en tout cas ces thèmes les plus généraux dans un instant, dans chacun des deux temps. Il y a une triple spécificité objective de la pédiatrie, disons comme pratique médicale. La triple spécificité objective, c'est d'être une médecine évidemment globale, c'est d'être aussi une médecine temporelle, et c'est bien entendu, et c'est le point le plus important que je vais souligner aujourd'hui, d'être une médecine relationnelle. L'aspect global de la pédiatrie, même si bien sûr il y a des spécialisations, et j'ai juste fait un petit tour dans les stands de votre congrès, bien sûr il y a des pathologies très déterminées, la science avance ici comme partout. L'aspect global de la pédiatrie, c'est bien entendu qu'elle fait partie de ces disciplines médicales, très rares en fait, qui se définissent dont l'objet se définit à travers la personne humaine prise comme un tout, en l'occurrence l'enfant. J'en prends un signe lexical extrêmement simple. La pédiatrie, en français en tout cas, fait partie de ces trois disciplines médicales dont le nom est construit non pas sur le suffixe du savoir, le logos, mais sur le suffixe de la médecine elle-même, du nom qui définit le médecin en grec, le iatros. Il y a trois disciplines en français, et c'est intéressant, c'est la pédiatrie, la gériatrie et la psychiatrie. Et la pédiatrie, la gériatrie et la psychiatrie ont pour caractéristique... Alors la psychiatrie, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais ont pour caractéristique, justement, en tout cas lexicale, par opposition à tout ce qui se termine par logie, comme gastro-entérologie, comme neurologie, comme etc., eh bien justement de se définir par une approche relationnelle globale, déjà relationnelle, même s'il y a une autre relation, bien sûr, qui est encore plus importante peut-être, qui est la relation entre un médecin, le iatros, et un patient qui d'ailleurs est pris comme une totalité qui n'a, je dirais, même pas besoin d'être malade pour être votre objet. C'est quand même, vous êtes une des rares disciplines qui examine des patients, même, et peut-être pas surtout, bien sûr, au contraire, c'est l'inverse. Vous êtes encore plus nécessaire quand il y a une pathologie, bien sûr. Mais bien entendu, la pédiatrie s'occupe autant de l'enfant normal et de sa santé que de l'enfant atteint de pathologie. Et c'est un cas tout à fait fascinant, d'ailleurs, d'une spécialité médicale qui ne se règle pas seulement sur un type de pathologie, mais sur un état global de la personne considéré dans le temps et dans sa fragilité ou sa vulnérabilité globale, qui est l'enfance, de même que la gériatrie s'occupe d'un état global de l'être humain, considéré quand même sous une vulnérabilité, bien sûr. Donc il y a quand même un rapport à la pathologie, mais de façon globale, temporelle et toujours individuelle. Donc la pédiatrie, la gériatrie, évidemment, qui se spécialisent, elles aussi, et je ne suis pas là pour le critiquer, de plus en plus, avec des sciences et le secours de toutes les ixologies, de toutes les, malheureusement, cancérologie, ophtalmologie, neurologie, etc. Et donc, il y a, dans cet indice lexical, il y a l'idée que la pédiatrie, avec cette difficulté d'ailleurs de ne pas traiter seulement du pathologique, mais du normal, traite de la personne prise comme un tout en tant que, ici, l'enfant. L'enfant, le vieillard, considéré sous l'angle très particulier de sa totalité et par rapport à certaines normes
même quand il n'y a pas de pathologie isolable. Je ne reviendrai pas ici, ce serait un cas très intéressant, mais ce ne sera pas mon objet ici, de reprendre les analyses de Canguilhem dans son livre intitulé « Le normal et le pathologique » pour essayer de comprendre ce que c'est que le normal quand il n'y a pas une pathologie déterminée, mais une norme d'ensemble de l'enfant dans son développement, par exemple, et que le pathologique est un écart à la norme globale et non pas de manière isolable une cause spécifique de troubles, voire de mort. C'est un cas très intéressant. Je dirais juste que l'analyse de Canguilhem, c'est toujours de dire le normal n'est jamais seulement un fait objectif et mesurable, c'est toujours une normativité individuelle du patient pris aussi dans sa subjectivité. C'est jamais seulement des statistiques qui déterminent la normalité, mais une capacité à supporter activement son état qui définit une normativité et la santé. Mais ce n'est pas l'objet ici, ce serait très intéressant évidemment, parce que la pédiatrie, le rapport à l'enfance est en particulier un moment de normativité tout à fait fondamental, mais encore une fois je laisse cela de côté. Donc par cet aspect de globalité, bien entendu, et j'ai déjà parlé de la temporalité, je vais laisser ça de côté, même si c'est fondamental, par cet aspect de globalité et de temporalité, la pédiatrie, me semble-t-il, a à la fois un besoin spécifique de réflexion venu des humanités. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? Qu'est-ce que c'est que l'enfant dans sa globalité? Quelles sont justement les normes qui permettent de dire d'un enfant qu'il est normal ou qu'il ne l'est pas, que sa santé globale est possible ou ne l'est pas? Il y a tous les facteurs, tous les déterminants sociaux, économiques. Bref, c'est fait partie des disciplines qui, justement, ne peuvent jamais se contenter d'une fragmentation des parties du corps et des pathologies, mais qui, justement, rejoignent déjà une réflexion globale de l'humanité sur elle-même. Mais évidemment, l'aspect le plus important, et celui que je vais essayer de retourner dans un dernier temps pour y voir un enjeu de santé publique majeur, c'est l'aspect relationnel. C'est l'aspect relationnel de la pédiatrie, l'aspect relationnel qui fait que le pédiatre, au moins dans les premiers âges de la vie, n'a jamais seulement affaire à un objet, mais à une personne. Il est lui-même une personne. Bien sûr, dans toutes les dimensions de la médecine, c'est le cas. Mais il a affaire non pas à une seule personne, mais à des relations. L'emblème de ce fait, en fait, qui n'est pas seulement une remarque philosophique, mais un fait biologique et un fait médical, en quelque sorte, c'est la phrase de Freud, reprise de façon insistante, répétitive, obsessionnelle, par Donald Winnicott, notamment dans son grand recueil intitulé « De la pédiatrie à la psychanalyse », la phrase de Freud selon laquelle « un bébé, cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ensemble du bébé et des soins maternels. » Cette phrase est, à mon avis, à prendre comme un principe. Comme un fait biologique, d'abord, aujourd'hui démontré par la psychologie de l'attachement et de la perte, issu des travaux expérimentaux de Donald Bowlby, au milieu d'ailleurs contemporain de Winnicott sur le versant de la psychologie expérimentale, alors que Winnicott était au même moment en Angleterre du côté de la psychanalyse. Cette phrase est à prendre littéralement. Le bébé n'existe pas, car il n'existe que dans sa relation avec, non pas la mère, et aujourd'hui on dirait la figure d'attachement, mais avec les soins maternels. Ce qui veut dire en effet que la santé du bébé ne va pas dépendre seulement de vous comme pédiatre. La santé du bébé va bien entendu dépendre aussi des soins maternels, et cette relation est telle qu'il faut prendre aussi soin des soins maternels, bien entendu. Et que finalement, c'est toujours une expérience relationnelle que le pédiatre a à faire, et que finalement, cette dimension relationnelle de l'objet de la pédiatrie, qui n'est pas un sujet, mais qui est même une relation, qui n'est pas seulement un objet, même s'il a une dimension objective, encore une fois pour le traitement, mais qui est aussi un sujet et qui est une relation intersubjective, est à prendre littéralement. Et on sait que, en effet,
cela se voit aussi du côté, non seulement malheureusement de la santé et du soin, mais du côté de la pathologie. La pathologie du bébé est aussi une pathologie des parents, une pathologie des figures d'attachement des parents. C'est d'ailleurs pourquoi je fais une dernière digression du côté de la fin de vie. C'est pourquoi, du côté de la fin de vie, et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui travaille sur les questions d'arrêt de traitement dans les soins néonataux, c'est d'ailleurs pourquoi la question des arrêts de traitement en néonatologie pose un problème tout à fait particulier, non seulement juridique, parce qu'évidemment le bébé n'est pas un sujet de droit qui aurait désigné une personne de confiance, hein, mais il est représenté par ses parents, mais des parents qui sont eux-mêmes profondément atteints par la pathologie dont souffre leur enfant. Et donc c'est un des rares cas, de mon point de vue, où il faudrait réfléchir effectivement sur la prise de décision par les médecins en relation avec les parents. Et je fais référence ici toujours à la thèse de Laurence Kemax sur la place des parents dans les décisions d'arrêt de traitement en néonatologie, parce que précisément, elle ne s'appuie pas elle-même littéralement, mais on peut compléter son approche par une approche, disons, psychopathologique, sur le fait que c'est le lien parental lui-même qui est affecté par l'épreuve de la maladie mortelle, et que de ce point de vue, les parents souffrent de façon telle que la décision n'est pas celle d'une personne extérieure de confiance, mais ils sont eux-mêmes pris du côté de la pathologie, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'aient pas les pouvoirs de décider, mais ce qui pose des problèmes tout à fait particuliers. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce cas ici, même s'il est présent. Je voudrais juste souligner le fait que l'objet de la pédiatrie, au-delà des pathologies isolables, au-delà même de la personne globale de l'enfant, c'est la relation de l'enfant et des soins parentaux qui lui sont dévoués par d'autres que les médecins, même si l'opposition soins médical, soins parental ne peut pas être l'opposition abstraite de deux fonctions séparées, et c'est sur quoi je vais revenir pour conclure. Je vais bientôt en venir, en effet, à mon tout dernier temps. Et vous vous demandez comment rejoindre la santé publique ici, mais ça va être justement mon dernier point, celui que je voudrais en fait proposer ici plutôt comme un point de nouveauté, voire d'importance sociale et politique tout à fait majeure. Donc il y a d'abord, et c'est fondamental, une ouverture de la pédiatrie sur les humanités qui est tout à fait spécifique. Tous les savoirs médicaux ont besoin de se compléter, je l'ai dit, par les humanités en tant que réflexion globale de l'humain sur l'humain. Il n'y a pas de technique qui soit pas globale, en fait. Encore une fois, vous mettez un plâtre sur une jambe, vous le faites à une personne dans son ensemble, avec un enjeu économique. Est-ce qu'il est capable d'y accéder? Comment va-t-il reprendre le travail? Comment va-t-il être remboursé? Ou elle? Et d'ailleurs, le il ou le elle, comment ça va intervenir? Et puis, il n'y a pas qu'un médecin, il y a tout un système de santé, etc. Donc, aucun fait médical n'est isolé, en réalité. Il est nécessairement isolé épistémologiquement, mais il est global humainement. Mais pour la pédiatrie, on entre dans un domaine où la personne globale, dans son évolution temporelle, dans sa vulnérabilité infantile, dans son lien avec les figures d'attachement qui sont la condition de sa survie, l'attachement est une condition de la survie du nourrisson humain. Ce n'est pas un fait dispensable. Hein. L'amour fait partie de ce qui est vital pour un amour minimal, hein, un amour objectivable, hein, fait partie autant que la nourriture et la chaleur de ce qui permet à un enfant de survivre, littéralement. Donc voilà, un médecin ne peut pas se désintéresser de ces dimensions d'attachement. Eh bien, ça ouvre un aspect spécifique sur les humanités, et je pense que les pédiatres ont donc un apport aux humanités, et inversement, disons qu'ils peuvent chercher quelque chose de spécifique dans les humanités. Ils peuvent lire les grands textes sur l'enfance, sur l'amour parental. Il y a une histoire de tout ça. Et évidemment, par exemple, un des grands livres sur lequel je conclurai, d'ailleurs, c'est le livre de Rousseau, Émile, ou de l'éducation, sur la relation mère-enfant. Il a eu des effets majeurs. Et en fait, on pourrait conseiller à tout pédiatre de lire quelques grands textes sur, évidemment, dans ses études de médecine, sur l'amour parental. Ça ne peut pas faire de mal. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon dernier point, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais conclure, c'est sur la façon dont les humanités ont besoin de la médecine dans le cas de la pédiatrie.
Et non seulement les humanités ont besoin de la médecine pour apprendre au fond ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est que la norme et la pathologie, et même évidemment en quoi un enfant d'aujourd'hui est particulièrement fragile, par exemple, avec les anxiétés, mais aussi les pathologies concrètes liées au climat ou liées à des injustices ou liées à etc. Enfin bref, la médecine, les humanités ont besoin de la médecine et de la pédiatrie parce que l'enfant, en tant qu'être vulnérable, particulièrement vulnérable, et nous apprend aussi les vulnérabilités contemporaines. Mais plus fondamentalement, le point sur lequel je voudrais insister pour conclure, et je m'appuierai de nouveau sur Winnicott, j'avais dit que je citerais 2 fois le même auteur, c'est le fait que le soin parental comporte lui-même une dimension médicale. C'est le fait très simple que dans la vie humaine, il y a des moments où chacun doit se faire un peu médecin, chacun et chacune. Il y a évidemment de l'automédication, ce qu'on appelle le soin de soi. On parle beaucoup aujourd'hui des aidants en fin de vie, de la médicalisation du foyer en fin de vie, où les enfants se font les médecins de leurs parents, contraints et forcés, doivent apprendre à donner des médicaments, à passer un pacte médical relationnel. Et de fait, à l'autre bout de la vie aussi, l'objet de la gériatrie est en fait aussi relationnel. Et les enfants, ça s'inverse, on le sait, c'est la dure loi de la vie relationnelle. Mais la pédiatrie comporte une dimension très particulière. C'est que dans le pacte médical que décrivait Paul Ricoeur, c'est pas seulement un pacte entre le médecin et celui qu'il soigne directement, c'est un pacte avec la relation parentale. Les parents, et en particulier celles, mais il faut pas, lui il le féminisait beaucoup, ça lui a été beaucoup reproché, disons aujourd'hui celles et ceux qui doivent s'occuper de l'enfant dans le cadre familial, doivent être des personnes suffisamment bonnes et suffisamment informées de médecine. Autrement dit, quand Winnicott parlait de la mère suffisamment bonne, quand il faisait ses conférences à la BBC, quotidiennes, à un moment donné, l'enfant et sa famille, quand il faisait ses conférences de pédagogie à la destination des mères, il ne faisait pas de la psychanalyse, comme on pourrait croire, seulement en disant, voilà, quels sont les risques que peuvent comporter vos relations inconscientes. Il donnait aussi des conseils pratiques tout simples, comme disait Jean-Jacques Rousseau au début de l'Émile, à la bonne mère qui sait penser. Et il faut dire aussi aujourd'hui au bon parent qui doit savoir comment répondre aux risques médicaux primaires. Autrement dit, il faut travailler dans les deux sens, c'est-à-dire non seulement les médecins doivent tenir compte de la relation parentale, mais la relation parentale est un lieu social d'apprentissage de la médecine. La relation des parents aux enfants est un des grands moments de la vie, chacune et chacun de ceux ici qui ont eu des enfants le savent bien, où nous devons tous nous faire un peu médecins. Et médecin pour s'occuper non pas seulement de soi-même, mais s'occuper d'un autre vulnérable auquel notre vie est attachée et dont la biologie darwinienne a fait que nous lui portons un intérêt qui peut aller jusqu'à la folie. La folie normale, primaire, de la mère pour son enfant, ou du parent pour son enfant, qui fait qu'il ou elle est prêt à tout, et notamment à se sacrifier. Et tous les philosophes ont réfléchi sur cette dimension possible du sacrifice maternel ou paternel pour sauver son enfant, qui est dictée aussi par simplement la survie de l'espèce. Bon. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que, bien entendu, le rapport de la pédiatrie et du soin familial est un rapport d'apprentissage de la santé et est un des lieux fondamentaux, donc, de la santé publique. Pourquoi est-ce que c'est un des lieux fondamentaux de la santé publique? C'est parce que dans toute grande crise sanitaire, le point de panique possible est toujours atteint au moment du rapport des parents à la maladie de leur enfant. On a eu, en quelque sorte, dans le Covid, une épreuve très singulière, très, très douloureuse, très violente, mais dont chacune et chacun sait, et vous avez sûrement eu des réflexions sur le Covid en pédiatrie, chacune et chacun sait que, heureusement, en quelque sorte, il y avait des dimensions pédiatriques majeures, y compris de pédopsychiatrie, hein, et le comité d'éthique François Ansermet représentait cette discipline et y insistait souvent. Quels effets a eu le Covid sur les enfants, on ne le sait pas encore totalement, j'imagine que vous y réfléchissez, mais
En tout cas, il n'a pas eu sur le moment cet effet terrible qu'il aurait eu s'il était directement mortel pour les enfants, et notamment pour les tout petits enfants, auquel cas il y aurait eu une panique sociale radicale. Et on sait que les paniques sociales, les totalitarismes, les terreurs se greffent toujours sur les menaces sur les enfants et sur les relations parentales. Il n'y a pas eu cette dimension, mais il n'y a pas eu suffisamment non plus une autre dimension inverse, positive, qui est d'instruire les parents des gestes médicaux de base. Enfin, il y a eu, mais peut-être pas suffisamment, qui font qu'on peut s'appuyer sur le soin parental pour faire progresser la santé publique en lien avec la pédiatrie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la santé publique, qu'il faut définir très simplement par les dimensions collectives de la santé, par les causes collectives de pathologie, mais aussi par les réponses collectives à non seulement la pathologie, mais à la construction collective de la santé. Et la santé, ce n'est pas seulement le contraire de la maladie, c'est les dimensions collectives qui empêchent les causes collectives de maladie. Par exemple, voilà, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'alimentation, les conditions de sommeil, les conditions que vous connaissez bien. Voilà. Ces dimensions collectives ne peuvent pas relever seulement des médecins. Et la pédiatrie est certainement un des lieux. Le soin pédiatrique, quand il est correctement partagé, en quelque sorte, entre les spécialistes dans les cas de pathologie, entre les pédiatres comme relais pour le soin global et parental et ordinaire, en quelque sorte, comme il y a l'amour ordinaire des parents, eh bien, il y a le soin ordinaire du pédiatre, en dehors des urgences et des grandes pathologies qu'il faut traiter techniquement, technologiquement, jusqu'à éviter la mort. Eh bien, le soin pédiatrique est un des grands enjeux de santé publique en France et ailleurs, parce que c'est un des grands enjeux d'apprentissage de la santé par les enfants eux-mêmes, d'abord. La façon de prendre soin de soi-même dans l'enfance est évidemment un des lieux de construction majeure d'une santé publique démocratique dans les pays démocratiques, et la façon de prendre soin des autres dans le cercle familial et au-delà, dans la société tout entière. Donc le soin des enfants est évidemment, devrait être une des préoccupations majeures de santé publique, non seulement une préoccupation, mais un levier majeur de santé publique. Toute politique de santé publique devrait s'appuyer sur cet extraordinaire espace de soins, qui est toujours un mixte en fait de soins parental et de soins médical, qui est le soin pédiatrique. Et au fond, bien sûr, il y a une spécialisation de la technique pédiatrique, et il faut évidemment qu'il y en ait. Encore une fois, j'ai commencé par là. La spécialisation, la technique ne sont pas des mots MAUX, ce ne sont d'ailleurs pas seulement non plus des mots MOTS, ce sont des réalités qui sont au service de la lutte contre les pathologies, absolument indispensables. Mais au fond, nous sommes toutes et tous un tout petit peu pédiatres. Nous avons tous été formés par des pédiatres. Et d'abord peut-être soignés par des pédiatres quand nous étions petits, et aussi, en tout cas, moi, voilà, je voudrais remercier ici les pédiatres de mes enfants, voilà, c'est sans aucune rhétorique, parce que non seulement ils les ont bien soignés, mais parce qu'ils nous ont appris, enfin, en tout cas, voilà, moi qui n'y connaissais rien, certains gestes médicaux de base, et m'ont permis de considérer qu'au fond, il y avait une sorte de transfert du soin pédiatrique à tous les humains dans une société bien formée. Et peut-être que notre société n'est pas encore assez bien formée pour que nous fassions de la pédiatrie ce levier majeur de santé publique et de justice sanitaire, que nous puissions dire aussi, ben oui, les enfants ont besoin de ceci et de cela, de santé globale, comme on dit aujourd'hui, environnementale, alimentaire, sociale, etc. Et donc, du soin le plus technique jusqu'à la santé la plus globale, à travers la relation parentale, qui est en fait quand même la spécificité majeure de la pédiatrie à mes yeux, plus même que la personne globale et la dimension de la vulnérabilité de l'enfance. À travers cette dimension relationnelle, je crois qu'il y a une relation tout à fait spécifique entre la pédiatrie et les humanités, une ouverture, un besoin de la part de la pédiatrie de toutes les humanités, parce qu'au fond, voilà, qu'est-ce qui a été le plus inscrit dans les grands récits, dans les films, dans la philosophie, dans l'histoire, dans l'économie, dans les sciences sociales, que le rapport à l'enfance, et le rapport notamment parental et médical à l'enfance. Mais inversement,
nos sociétés ont besoin d'assumer le fait que dans les humanités, il faut penser, et dans le cadre d'une réflexion sur la santé publique, il faut passer par une réflexion sur le soin pédiatrique. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en vous remerciant de votre invitation.